Je vais vous parler, donc on est 3 à intervenir ce matin, moi je vais vous parler surtout des sources d'incertitude, et puis mes collègues vous parleront un petit peu après comment est-ce qu'on prend en compte cette incertitude. Donc c'est une introduction très générale dans laquelle je vais vous présenter deux grandes idées. Quelles sont les sources d'incertitude en sciences, et puis plus particulièrement pourquoi est-ce qu'il y a des sources d'incertitude qui sont liées au fait de travailler sur du biologique. D'accord ? Alors, première source d'incertitude, c'est simplement les trous dans les connaissances. Donc un exemple ici qui est pris sur simplement ce qu'on connaît de la biodiversité. Ici, vous avez la biodiversité marine, la biodiversité non marine. Et ce qu'on connaît, ce sont les espèces qui sont décrites. Donc à peu près un peu plus de 200 000 espèces dans le milieu marin, 1 500 000 espèces dans le milieu non marin. Et donc ça veut dire qu'on a un nombre d'espèces qui sont non décrites. D'accord ? On a des estimations, ici on reviendra là-dessus. Mais le nombre d'espèces totales, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment connu. C'est quelque chose qu'il faut estimer. Sur ce schéma apparaît aussi le fait que, alors ça c'est quelque chose qui est dans la littérature, que les espèces marines, ici, seraient moins en danger, on parle ici de biologie de conservation, que les espèces non marines. Alors ça c'est quelque chose qui est assez prégnant dans la littérature, et puis qui serait lié au fait que le milieu marin, par exemple, sont mieux tamponnés, qui sont moins faciles à exploiter par l'homme. Mais si vous regardez un petit peu la relation entre le degré de connaissance des différents taxons et leur degré comment on appelle ça, les catégories de l'UICN, c'est-à-dire les listes rouges, eh bien vous voyez que quand vous regardez les taxons dans lesquels on a de très bonnes connaissances, en fait, il n'y a pas de différence entre le milieu marin et le milieu non marin. On a des différences seulement pour les taxons dans lesquels très peu d'espèces ont été regardées. Donc là, on a aussi un problème de différence dans le degré de connaissance qui peut expliquer pourquoi on a ces différences au milieu marin et non marin et pas forcément des problèmes qui seraient liés au fait qu'on soit dans le milieu marin ou dans le milieu non marin. Alors un deuxième problème en science, mais qui dépasse largement la science, sont les problèmes de langage. Et là je prends un exemple très simple, ce sont les problèmes de synonymie. Alors ce graphe qui a l'air assez compliqué, qu'est-ce qu'il vous montre? Il vous montre ici en gris le pourcentage, alors c'est exprimé à la fois en pourcentage dans le nombre d'espèces qui sont décrites chaque année et qui sont des synonymes d'espèces déjà décrites. Et donc on a eu un pic ici à la fin du 19e siècle. Beaucoup de naturalistes ont décrit beaucoup d'espèces et on se rend compte en fait que ce sont des espèces qui étaient déjà décrites. Et juste pour vous donner une idée, il reste dans le milieu marin par exemple 40 000 espèces à synonymiser. Sur l'ensemble des espèces décrites, je dis qu'il y avait 220 000 espèces décrites, il y en a 40 000 qui sont des synonymes. D'accord ? Donc là, un problème simplement de langage. Troisième source d'incertitude, et ça c'est peut-être des choses que vous connaissez mieux, donc vous avez forcément connaissance par d'autres biais que la science, bah c'est les erreurs de mesure. Donc simplement deux choses. Vous avez les méthodes de mesure, et différentes méthodes de mesure vont vous donner différents résultats. Tout à l'heure, je vous parlais du nombre total d'espèces, qui est une estimation, à partir de ce qu'on connaît. Donc par exemple, dans le milieu marin, on a 226 000 espèces connues, et on suppose qu'on a à peu près 800 000 en tout. En fait, ce chiffre, qui était dans un article publié dans Current Biology, il est tiré d'une méthode, qui est celle-ci. Alors je ne veux pas vous faire le détail des méthodes ici. Et vous voyez que dans un autre papier, ils ont comparé différentes méthodes, et selon les méthodes, eh bien, le nombre d'espèces totales dans le milieu marin, il est plutôt autour de 500 000 ou plutôt autour de 800 000. Donc là, on a une incertitude simplement qui est liée à la méthode qu'on utilise pour faire la mesure. Les erreurs de mesure, c'est aussi simplement lié à l'instrument. Vous prenez un poisson, vous le mesurez une fois, et puis vous refaites la manip plusieurs fois. Même si c'est vous qui le faites plusieurs fois. Après, quand vous changez d'observateur, vous allez aussi avoir de la variabilité. Quand vous faites ces mesures plusieurs fois, vous n'allez jamais mesurer deux fois exactement la même chose. Donc ça, c'est lié aux instruments qu'on utilise, et ça va induire deux problèmes, deux sortes d'incertitudes, qui sont bien caractérisées en statistique. Vous avez à la fois ce qu'on appelle le bruit et le biais. Alors ce que j'ai mis en rouge ici, c'est la valeur que vous cherchez à mesurer. D'accord ? Et en bleu, les points qui sont en bleu autour, ce sont les mesures que vous réalisez. Alors, le bruit, c'est quoi? C'est le fait que les mesures réalisées vont être plus ou moins éloignées de la grandeur réelle. D'accord? Donc plus de bruit, c'est plus d'étalement des mesures. Le biais, c'est quoi? C'est le fait que vos mesures soient centrées sur la mesure
la grandeur réelle qui est à mesurer. Donc si vous n'avez pas de biais, toutes les mesures réalisées sont autour de la valeur réelle. Et ici, vous avez un fort biais, les mesures réalisées sont carrément à côté de la vraie mesure à réaliser. D'accord ? Donc deux notions importantes, bruit et biais, qui sont prises en compte notamment dans les modèles statistiques. Et je pense que vous entendrez de nouveau parler un petit peu plus tard par Étienne ou Patrick. Alors la quatrième source d'incertitude, c'est simplement le rôle du hasard dans les processus biologiques. Alors ça c'est un thème qui, c'est pour ça que j'avais répondu assez facilement à l'invitation du CRESEB, parce que c'est un thème qui m'avait interloqué depuis un moment. Moi j'ai pas mal travaillé en biologie de l'évolution. Et j'étais assez d'accord avec ce qui était écrit dans cet article, paru en 2008. Les problèmes conceptuels que les étudiants rencontrent en biologie de l'évolution trouvent leur origine dans une cause commune, une mécompréhension fondamentale des processus aléatoires. Et déjà à l'époque, en fait, j'avais monté une conférence grand public qui était sur le thème du rôle du hasard dans l'évolution. Et c'est un petit peu de ça dont je vais vous parler, mais très rapidement aujourd'hui. En prenant deux exemples. Ça, c'est tiré d'un article dont je suis co-auteur avec des collègues. Et alors, je ne sais pas si vous connaissez un peu comment fonctionne la science. Vous produisez des données, vous analysez les données, vous les interprétez et vous écrivez des articles que vous envoyez à des revues spécialisées. Et quand vous envoyez à une revue spécialisée, on va appeler ça ici une corrélation, avec un nuage de points, vous voyez le nuage de points ici, avec un tel étalement, eh ben vous avez des experts qui vous renvoient le papier en disant votre corrélation elle est ridicule, il n'y a aucun sens biologique là-dedans. Alors on a démontré à cet expert qu'il avait tort. Juste pour revenir ici sur les chiffres, R carré, je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire, R carré, c'est un petit peu la mesure de corrélation ici entre les deux grandeurs. Ici vous avez une distance génétique et là des distances géographiques. Donc qu'est-ce qu'on mesure en fait? On regarde si les distances génétiques ici entre des individus augmentent avec les distances géographiques entre ces individus. Et on a une pente qui est positive. Si vous faites un test statistique, cette relation est significative. Mais le pourcentage de variation expliqué, la corrélation, elle est ridicule. Ici, on est à 1 pour 1000. Alors pourquoi ça a du sens biologique? Ça, c'est la diapo la plus technique que je vous présentais ce matin. Mais elle vous concerne tous, donc vous devriez être capable de comprendre. On va parler de vos parents, et puis de vous. Donc vos parents, on va regarder un locus génétique. Donc vos parents, pour un locus génétique, ici j'ai pris des allèles qui sont colorés. Donc ici on a un allèle rouge, un allèle vert. Et puis, donc là c'est la maman. Et le papa il a un allèle rouge et un allèle jaune. Les gamètes produits par ses parents, ce sont des grands sacs avec beaucoup de gamètes qui portent chacun une copie de l'allèle. Et donc ici, le rouge et le vert, vous avez un sac de gamètes, vous avez en gros ici des ovules qui vont être portés soit l'allèle rouge, soit l'allèle vert. Chez le mâle, ça va être les spermatozoïdes qui vont porter soit l'allèle jaune, soit l'allèle rouge. Et avec ces deux grands sacs de gamètes, qu'est-ce que vous faites comme enfant? Vous allez faire des enfants qui sont rouges, arrivés d'ici, jaunes, arrivés d'ici. Vous pouvez faire des enfants qui sont rouges et jaunes. Faire des enfants qui sont rouges et rouges. Des enfants qui sont verts et jaunes, et des enfants qui sont verts et rouges. Donc il y a 4 catégories d'enfants possibles. Et comment vont s'associer ces gamètes? Eh bien complètement au hasard. Et qu'est-ce que ça donne d'un point de vue des distances génétiques? Si vous comparez, parce que vous pouvez très bien avoir deux enfants qui portent la même combinaison d'allèles. Hein. Donc si vous comparez un rouge-jaune avec un rouge-jaune, la distance génétique, elle est nulle. Si vous comparez un rouge-jaune avec un vert-rouge, il y a un allèle en commun, on va avoir une distance génétique intermédiaire. Si vous comparez un rouge-rouge avec un vert-jaune, pourtant ils sont issus du même parent, hein. La distance génétique elle est de 1, elle est maximale pour des enfants issus des mêmes parents. Donc on a une distance génétique qui varie entre 0 et 1 pour des enfants issus des mêmes parents. Donc maintenant si vous regardez ça dans une population, ou même entre des populations, les distances génétiques vont être extrêmement variables. Et comment elles vont se distribuer dans l'espace? Eh bien, ça va dépendre des distances parcourues entre les enfants par rapport aux parents. Alors comment est-ce qu'on explique le fait qu'on ait ici une corrélation très faible? Eh bien simplement, les processus qui génèrent ce qu'on appelle ici un patron de diversité,
parmi ces processus, il y a le hasard. Donc en biologie, le hasard, c'est un des processus qui va générer ce qu'on observe. Donc ça, c'est un premier exemple, et ce phénomène, on l'appelle la dérive génétique. Deuxième exemple, alors quand je préparais cette conférence à l'époque sur le rôle du hasard dans l'évolution, j'étais tombé sur cet article dans le Monde diplomatique qui m'avait un peu fait sursauter. Une étude, je vous lis, une étude néerlandaise portant sur 1500 personnes infectées par le VIH montrait en 2003 que des résistances apparaissaient pour chaque classe de traitement avant même leur application. Les personnes étaient porteuses de souches déjà résistantes. Donc pour un biologiste de l'évolution, ceci n'a aucun sens. Absolument aucun sens. Je vais essayer de vous le démontrer. Imaginez un brochet dans une rivière avec plein de petits poissons, tout bleus. Qu'est-ce qui va se passer? Ils sont bleu foncé sur un fond bleu clair. Le brochet, il va assez facilement aller attraper les poissons. Tout à coup, une mutation arrive. Bon, la mutation, elle fait juste changer la forme de la queue des poissons. Ils sont toujours bleu foncé sur fond bleu clair. Il va continuer à les manger, pas de problème. Maintenant arrive une nouvelle mutation qui fait que ces poissons, en tout cas ici un poisson, il va devenir bleu clair. Qu'est-ce qui va se passer? Les bleus foncés vont être mangés et les bleus clairs vont envahir la population de petits poissons. D'accord? Maintenant, c'est le milieu qui change. Pas de bol. Les poissons qui étaient bleu clair et qui étaient adaptés à la prédation, eh bien, ils ne sont plus adaptés parce que le milieu a changé. Alors évidemment, ce genre d'assertion qu'on peut lire ici dans un journal qui n'est pas un journal scientifique, évidemment, elle est fausse. Le fait qu'une mutation qui est confrontée à un environnement ait un effet positif ou négatif, c'est complètement fortuit. Et on ne peut pas dire à l'avance qu'une mutation va être bénéfique ou pas bénéfique. Ça va complètement dépendre de l'interaction entre cette mutation et l'environnement. Alors pour vous montrer encore un petit peu plus en quoi ça donne des choses aléatoires, un exemple qui est très connu en tout cas dans notre milieu. Vous avez sans doute entendu parler des îles Galapagos, qui ont été découvertes par Darwin, et puis dans lequel Darwin a décrit un certain nombre d'espèces, dont les fameux pinsons de Darwin. Ça fait à peu près une cinquantaine d'années que le couple Grant, Rosemary et j'ai oublié le nom de son mari, Grant, étudie les fameux pinsons de Darwin, et ils ont regardé un petit peu l'évolution de ces pinsons sur des grandes séries temporelles. Ici, vous avez entre 1973 et l'année 2000. Ce que vous avez sur ces graphes ici, donc vous avez deux espèces, Geospides fortis et Geospides candens, et vous avez deux traits morphologiques mesurés. Ici, c'est sur la taille des individus, et ici, c'est sur la taille du bec. Peu importe, vous voyez que les quatre graphes se ressemblent, donc on va en choisir un en particulier. Qu'est-ce qui est montré sur ce graphe? C'est la force et la direction de la sélection chaque année. Qu'est-ce que vous voyez? Eh bien, chaque année, la sélection naturelle, elle peut aller dans un sens négatif ou dans un sens positif, et son intensité va être très variable. Si bien que l'évolution à long terme dans ces espèces sur les îles Galapagos, ici, est complètement imprévisible. Pourquoi? Eh bien parce que chaque année, en fonction des conditions environnementales, le phénotype, et donc ce qui va constituer le phénotype des individus, c'est l'ensemble de leurs mutations, est confronté à des environnements qui varient. Et donc certaines mutations sont favorables à certains moments et défavorables à d'autres moments. Voilà, donc moi je vais m'arrêter là pour cette introduction très générale. Et donc juste pour vous rappeler ce qu'on a vu ensemble, c'est que les 4 grandes sources d'incertitude en science sont les trous dans les connaissances. Il y a des choses qu'on ne sait pas, tout simplement. Donc c'est pas la peine de poser les questions sur les... Enfin, je vous dis ça, c'est ironique. Ne nous posez pas les questions sur les choses qu'on ne sait pas. On n'aura pas de réponse. Les problèmes de langage, les erreurs de mesure et le rôle du hasard dans les processus biologiques. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et je vais passer la parole à Étienne.